Bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut français d'Égypte pour la deuxième édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Je vais vous rappeler rapidement l'historique de ce concours. C'est un concours qui s'inspire du 3-Minute Thesis conçu à l'Université de Queensland en Australie, dont le concept a été repris en 2012 par l'Association francophone au Québec pour le savoir, qui souhaitait étendre ce projet à l'ensemble des pays francophones. Je vais rappeler également les règles de ce concours. Donc pour les candidats et pour le public, le concours il permet aux doctorants de présenter leur sujet de thèse en français, en termes simples, et à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiante ou étudiant doit faire en 3 minutes un exposé, clair, concis et néanmoins convaincant, sur son projet de recherche. Et le tout avec l'appui d'une seule dispositive. On va vous faire passer une petite vidéo qui reprend tous les éléments que je viens de dire. Je vais maintenant inviter Thierry Perret, le directeur délégué de l'Institut français d'Égypte, à venir nous présenter cette institution. Bonjour à tous, je vois qu'Alexandrie n'est pas entièrement à la plage, c'est plutôt bon signe. Je vais vous faire un discours très court, qui fera peut-être même pas 180 secondes, juste pour vous souhaiter la bienvenue, pour me féliciter évidemment que ce concours ait lieu cette année à Alexandrie, après le Caire l'an dernier. Le Caire où, je dois le rappeler, mais vous le savez sans doute tous, une alexandrine avait remporté la compétition, et il s'agissait de Hanan Hosni, qui je crois n'était pas disponible pour être parmi nous aujourd'hui. Mais voilà, donc il y a un défi à relever, vous allez le relever. Cet exercice à la fois scientifique et à la fois d'éloquence, on y est évidemment très sensible ici à Alexandrie, parce qu'on a tout un travail justement autour de la prise de parole en public. On a accueilli le concours Eloquentia, qui est un concours international de plaidoirie il y a quelques mois, c'était au moment de la francophonie. On tient régulièrement des ateliers de lecture à haute voix qui permettent aux gens justement d'affronter le public, de vaincre leur timidité, de savoir placer la voix. Tous instruments qui peuvent d'ailleurs vous être utiles si ça vous intéresse pour la suite. Et en attendant, eh bien écoutez, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Il va y avoir un peu de stress, mais en même temps tout ça est censé se dérouler dans la bonne humeur. Et le jury, j'en suis sûr, y contribuera et aura de la bienveillance pour vos exercices. Merci à tous, merci d'être venus. Je vais maintenant inviter M. Hervé Sabourin, qui est le directeur régional de l'Agence française universitaire de la francophonie au Moyen-Orient. Très bien. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Bonjour, mesdames les membres du jury.
mesdames et messieurs les candidates et candidats, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Bonjour mesdames et messieurs, oui, effectivement, je suis, en tant que directeur régional de l'AUF, je suis, comme chaque fois, particulièrement heureux de pouvoir participer à ce très bel événement et surtout à être à Alexandrie. C'est une ville que j'aime, comme j'aime ce pays, j'aime votre pays, j'aime l'Égypte. C'est vraiment un très grand pays. Et je voudrais vous dire tout le bonheur de pouvoir co-organiser avec l'Institut français d'Égypte ce très bel événement. Pour moi, ma thèse en 180 secondes, ça a énormément de vertus, mais je dirais notamment 3 vertus. La première, c'est, et vous savez combien c'est important, c'est la possibilité de valoriser la recherche, que vous puissiez expliquer, en un temps limité, à un public qui ne connaît rien à votre domaine, expliquer ce que vous faites. Et moi qui suis de formation mathématique, qui suis un mathématicien, qui ai en fait jamais réussi à faire comprendre ce que je faisais aux autres, je trouve que c'est un exercice particulièrement difficile à faire et je vous félicite déjà, tout le monde, toutes et toutes, de ce que vous allez faire. Le deuxième point important, c'est que ça s'adresse effectivement à des jeunes chercheurs, des personnes qui portent la recherche au fond d'eux-mêmes et qui vont très vite effectivement avoir pour mission de la diffuser. Donc la jeunesse en tant que recherche et la valorisation. Et puis permettez-moi de dire que le troisième point important pour le directeur de l'AUF, c'est que vous allez le faire en langue française, prouvant ainsi au monde entier que la langue française porte aussi la science, qui n'est pas réservée finalement qu'à une seule langue, même si en général c'est avec l'anglais qu'on communique en recherche. Donc ces trois éléments très très importants. Je vous rappelle aussi que cette année, pour la deuxième fois, l'Égypte effectivement va organiser et organise cet événement, mais que l'AUF a fait en sorte que cette année il y ait 18 pays, 18 c'est beaucoup, de l'espace francophone qui organisent cet événement. Je suis très fier de pouvoir dire qu'au niveau du Moyen-Orient, il y a maintenant 2 pays qui organisent la finale nationale de MT 180, c'est l'Égypte et le Liban. J'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Et rappelez-vous que la lauréate ou le lauréat de cette finale nationale eh bien, sera amené à représenter l'Égypte lors de la finale internationale qui aura lieu cette année à Dakar. Donc c'est un concours qui n'est pas forcément à une seule finale, mais avec une finale internationale au bout. Et donc, nous, on est contents au niveau de l'AUF de pouvoir ouvrir au maximum de pays francophones ce bel événement. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore vous remercier surtout les candidates et candidats. Je sais que c'est en ce moment difficile. On est tous stressés, je comprends très bien. Eh bien, vous allez vous détendre parce qu'il faut que vous sachiez que de toute façon, le fait d'être ici, eh bien, prouve que vous êtes doué pour ce que vous allez faire et que de toute façon, on va vous remercier du travail que vous aurez accompli. C'est moins important. Il y aura un vainqueur, oui, mais tout le monde doit être félicité. Merci à tout le monde d'être là, et puis on va dire que le meilleur ou que la meilleure gagne. Je vous remercie. Je vais maintenant vous présenter les membres du jury qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, Riam Abdelhamid, qui est coordinatrice du Centre d'études du développement durable à la Bibliotheca Alexandrina. Rim Abderrahmani, qui est attachée pour la science et la technologie à l'ambassade de France et à l'Institut français d'Égypte. Et enfin, Hervé Savourin, qui est le directeur régional, je le répète, de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient. Je vais maintenant inviter notre première candidate à venir présenter son projet, Anadi Abdelrahimi, de l'Université de Canal de Suez, avec pour sujet « Discours satirique à travers la littérature arabe et française ». Ça va ? Rire, la magie de sourire. C'est la magie de sourire, ce concept que les grands écrivains ont bien assimilé. Et le rire devient leur arme charpente et atemporelle pour ridiculiser leur ennemi ou remédier les vices de leur société. Donc, rire
On va alors attaquer ou discuter notre recherche à propos de discours satiriques à travers la littérature arabe et française. La littérature arabe, oh là là, c'est plein. Si nous pouvons commencer par Garir, Al-Farazdaq, Gahez, c'est pour la littérature arabe. Et ensuite, la littérature en Égypte. Oh là là, c'est plein pour l'Égypte. Nous pouvons trouver le théâtre d'ombre, le Karagoz. Et aussi, il y a Ibn Sodon. Tout ça, le bien concrétiser les vices de leur société et les attaquer amèrement. Et pour la littérature française, certainement, il y a Fabio, Farce et Guignol. Puis ensuite, il y a Théâtre de Molière, La Fontaine, Rabelais, Balzac. Ici, nous pouvons alors, pour le corpus de notre thèse, alors, il s'intéresse à montrer le discours satirique au XXe et XXIe siècle. Nous pouvons alors trouver Casimir mène la grande vie. Casimir mène la grande vie, oui. Alors, à travers son œuvre, il nous montre la société avec ses vices et ses vertus. Ensuite, Galel Aimer, avec son œuvre, l'Égypte est entre les mains d'Enefrit. C'est un panorama de la société égyptienne avant la révolution de 2011. Ensuite, nous pouvons rencontrer le rhinocéros d'Ionesco. Il bat en brèche la tyrannie et le despotisme. Par contre, il y a Yousri El-Gendi, avec son pièce de théâtre, Goha ou Wad Olla. Alors, il nous montre avec Goha, certainement il y a Goha ou Joha. Goha ou Joha, c'est sa société, avec tous ses vices et ses vertus. Avec ses vices et merci. C'est terminé. Merci à Nadi. Je vais simplement vous rappeler de bien attendre que le compte à rebours soit lancé avant de commencer. Merci. Notre deuxième candidate est Nouran El Rachidi de l'Université d'Alexandrie, qui va nous parler des néologismes dans la Révolution de 2011 dans la presse égyptienne, française et francophone. Les oreilles, les mains, les pieds, tout le corps humain est un vrai miracle, un chef-d'œuvre divin. Mais le vrai prodige, c'est simple, la langue, une merveille qui n'arrête jamais de nous surprendre chaque jour à travers une naissance constante de nouveaux mots. Les mots, comme les hommes, ils naissent, grandissent, vieillissent, voire finissent par disparaître. Mais comment naissent ces mots? Comment? Ces mots qu'on appelle néologismes. Néologisme. Néo, nouveau, logos, c'est parole. Telle est la raison d'être de ma thèse. Je remarque, j'observe et j'étudie ces nouveaux mots, mais dans la langue arabe.
Avec chaque changement politique, social, humain, apparaissent de nouveaux mots, de nouvelles expressions, voire de nouvelles connotations. Mais la question qui se pose, où va-t-on trouver ces nouveaux mots? Dans les dictionnaires? Non, pas encore. Ils sont des SDF, sans dictionnaire fixe. Ou alors, je vous souffle la réponse, c'est au journal. Pourquoi? C'est une diffusion en direct du discours public. C'est pourquoi mon travail concerne la presse arabe, égyptienne, après la révolution de 2011, à travers 3 journaux égyptiens très importants, Ash-Shuruq, Al-Masri al-Yawm, Al-Ahram. Un travail de longue haleine pour observer une époque pleine de turbulences politiques et sociales, mais surtout langagières. Vous savez, il suffit de dire El-Miden, qui veut dire place, pour qu'on comprenne qu'il s'agit de Miden el-Tahrir, place el-Tahrir, sans dire le nom. Les accouplements inattendus entre vendredi et colère, vendredi et défi, jour sacré qui n'a jamais été associé à de telles émotions. Enfin, le mot Baltagueya, sorte de mercenaire, a été même traduit par la presse française des Baltagui. Enfin, les néologismes, nous les créons tous, chaque jour. Je les crée, vous les créez. Alors, c'est un phénomène qui mérite d'être étudié, voire documenté. Loin d'être un enfermement, le travail sur la néologie est une vraie ouverture. Merci. Merci Nouran. Notre prochain candidat est Mohamed El Briki de l'Université d'Alexandrie avec un sujet qui s'intitule « Comment peut-on combattre l'espionnage par les satellites artificiels dans le droit international ?» Montrez-moi ce qui est dans votre sac. Vous êtes fâché de ma curiosité? Oui, parce que j'ai violé votre espace personnel. Et l'espace personnel est une partie de l'espace universel. On se partage. Et cela est le point. En fait, l'espionnage entre les pays, surtout par la satellite artificielle, menace l'état de paix et la sécurité entre eux. Et entraîne la guerre et même la destruction de notre planète. Et voilà, nous sommes au seuil d'une guerre entre l'Amérique et l'Iran, menaçant la navigation internationale et les sources d'énergie, suite à une chute récente d'un avion militaire américain. Et cela, la raison d'être de ma thèse. Comment peut-on concrétiser le droit international pour confronter l'espionnage par ces satellites artificiels afin d'éviter la guerre? Et de même, exploiter cette technologie pour la possibilité de l'humanité. C'est-à-dire, prévenir le problème et pas de le résoudre. C'est-à-dire, prévenir le problème et pas de le résoudre. Malheureusement, il n'existe pas de règles internationales obligatoires régissant les activités de ces satellites. C'est pour cela que j'ai commencé par observer, remarquer, et je suis parvenu à élaborer des règles juridiques reposant sur 4 théories. Premièrement, théorie de l'acte illicite. Deuxièmement, théorie de la faute. Troisièmement, théorie de l'appui du droit. Et la quatrième, théorie de risque. Surtout l'article 2 de la Charte des Nations Unies prévoit la souveraineté pour chaque pays et prévoit en même temps l'égalité entre eux. Et j'ai élaboré des règles juridiques traitant les obligations et les droits et ses effets juridiques. Et voilà un exemple pour vous comprendre. Si un État a utilisé ces informations obtenues par ces satellites afin de léser la situation économique de l'autre, il serait obligé de le compenser. L'Assemblée des Nations Unies
doit infliger l'amende. Alors, toujours des questions se posent. Pourquoi on ne vit pas en paix et en coopération afin de profiter de nos connaissances, de nos recherches? Qu'est-ce que nous gagnons de l'espionnage? En fait, c'est la paix, la peace, salam, shalom, doit être le principe général entre les relations des pays, et pas la méfiance pour la gestion de notre planète. Nous sommes tous les mêmes, dans le même bateau. Mesdames et messieurs, collaborer et pas espionner. Merci Mohamed. Notre prochaine candidate est Dinia El-Kordi de l'université Ain Shams qui va nous parler de la comparaison entre les interprétations de Si Hamza Boubaker, Jean Grosjean et André Chouraki pour la sourate des femmes, étude des problèmes d'interprétation. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'une femme sur trois est victime de violences dans le monde sous prétexte de la souveraineté de l'homme sur elle? Certains prétendent que la religion du prophète n'accorde pas la même considération aux hommes et aux femmes. Selon eux, l'islam considère d'une manière incontestable la supériorité de l'homme sur la femme. N'est-ce pas, c'est Allah qui a dit dans le Coran que c'est lui qui vous a créés tous d'un seul homme, qui ont produit son épouse, afin qu'il habite avec elle? D'où vient donc cette logique discriminatoire? L'un des 114 chapitres du Coran est consacré d'une manière explicite aux femmes. Il parle de la relation entre hommes et femmes et de l'égalité entre les deux sexes dans tous les domaines de la vie, y compris l'héritage faisant partie de notre étude. Les femmes héritent la moitié de ce qu'héritent les hommes. C'est là l'une des prescriptions les plus célèbres de la religion islamique et dans laquelle on a délimité toute la question d'héritage. Cette question d'héritage qui a pris de l'ampleur l'année dernière avec la polémique enflée de la part du président tunisien à revoir l'égalité des deux sexes devant l'héritage, ce qui a été pris en tant que violation flagrante des préceptes de l'islam. Figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'en Haute-Égypte, tout comme dans les pays africains pratiquant l'islam, de nombreuses mères, filles et sœurs continuent à ne pas recevoir pleinement leur part d'héritage. C'est à peine si elles reçoivent une compensation financière symbolique. C'est en nous basant sur 3 traductions du Coran, de 3 traducteurs de différentes cultures et religions, Boubaker le musulman, Grosjean le chrétien et André Chouraki le juif, on peut dire qu'interpréter de tels versets faisant état de polémique dans le monde entier est notre cheval de bataille. Cette histoire d'interprétation du chapitre Les femmes dans le Coran est comme l'argile naturelle. Donnée à 3 potiers, à chacun d'eux, on aura un pot différent. Alors, pour éviter tout cela, nous avons fait des propositions. Premièrement, nous avons pu constater que les arabophones musulmans eux-mêmes rencontrent des difficultés lors de la compréhension du Coran. Ce qui peut dire que facilement, le lecteur occidental peut être confronté à des difficultés qui, outre les barrières linguistiques, restent souvent étrangers à la culture islamique. Deuxièmement, nous avons pu relever des erreurs chez les 3 traducteurs, quelle que soit leur religion et culture. Ce qui veut dire que pour mener à bien le travail de la traduction du Coran, le traducteur doit être un expert chevronné en langue arabe et étrangère et doit disposer d'un savoir encyclopédique incontestable, car chaque terme dans le Coran a un poids. Mesdames et messieurs, si l'islam est le Titanic, la relecture et la retraduction objective du Coran sont le canot de sauvetage qui permettra de sauver les derniers rescapés. Merci. Merci Dina. Notre prochain candidat est Mohamed Galal Mustafa de l'université de Souac avec un sujet qui s'intitule « Les constructions exceptives du français et de l'arabe, syntaxe et interface, sémantique, syntaxe ». Alors, j'ai mangé toutes les pommes sauf quelques-unes. It was raining every day except Sunday. أكلت السمكة إلا رأسها. Presque toutes les langues possèdent des mots qui marquent une exception par rapport à une généralisation. Mais c'est quoi l'exception? En fait, une exception est une relation de soustraction entre un ensemble et un sous-ensemble.
Ma thèse porte sur les constructions exceptives en français et en arabe, c'est-à-dire les phrases introduites par des mots du type sauf, excepté, hormis, mis à part en français, et du type illa, siwa, ghayr, hasha, ada en arabe. La plupart des dictionnaires, des grammaires et des dictionnaires français ont classé ces mots parmi les prépositions, alors que ces mots n'ont pas du tout les propriétés d'une préposition, mais plutôt celles d'une conjonction de coordination, puisque ces marqueurs peuvent être suivis en plus d'un groupe nominal, d'un groupe prépositionnel, comme « j'ai voyagé partout en Europe, sauf en France », ou d'une proposition adverbiale, comme « j'aime toujours sortir, sauf quand il pleut ». En plus, ces mots peuvent être commutés avec une conjonction de coordination comme mais pas. Par exemple, j'ai voyagé partout en France, mais pas, j'ai voyagé partout en Europe, mais pas en France, ou par un adverbe paradigmatisant comme même. Par exemple, je voyageais partout en Europe, même en France. En nous basant sur un corpus d'exemples authentiques tirés de journaux et des sites d'internet, nous avons justifié nos analyses. Aujourd'hui, les linguistes ont la tradition de construire des corpus annotés des langues, c'est-à-dire, ils font des analyses systématiques des langues, comme dans les photos en bas. Ces ressources sont employées dans le domaine du traitement automatique des langues, comme la traduction automatique, et elles sont également des outils très utiles dans l'enseignement et l'apprentissage des langues maternelles et des langues étrangères. Dans toutes les ressources qu'on a aujourd'hui sur l'arabe et sur le français, les constructions exceptives sont très mal analysées. Donc, c'est grâce à notre thèse, c'est grâce à notre étude qu'on a fait des corrections sur ces ressources. Merci. Merci Mohamed. Notre prochaine candidate est Nihal Hafez Ibrahim de l'Université d'Alexandrie, avec pour sujet le mois et ses strates dans Salam Ouessant d'Azouk Begay. Savez-vous que 50% des jeunes d'origine maghrébine sont en prison en France, libres grâce au livre? Ancien ministre français d'origine algérienne, Azouz est français, comment ça se fait? Il aime l'Algérie en cachette tout en mangeant le pain des Français. En tant que modèle d'intégration, il dévoile la recette de sa réussite dans son roman à caractère autobiographique Salam Ouessant. Les ingrédients de cette réussite ont été réunis dans ma thèse afin de la faire déguster aux jeunes lecteurs. À travers le narrateur, un père cigogne qui ressemble à Alice, un cléragiste, un lampiste. Il balise les chemins des autres, il informe comme un bon guide. C'est pourquoi, après avoir divorcé de sa femme française, il emmène ses deux filles adolescentes à Ouessant en Bretagne pour récupérer leur amour perdu d'une part et leur transmettre la mémoire dispersée, fragmentée de leurs grands-parents d'autre part, pour retrouver quelques points d'ancrage identitaire. Sur l'île bretonne, les deux filles se demandent si elles doivent opter pour une identité d'origine par fidélité, française par reconnaissance ou encore hybride pour la diversité. En fait, ces pauvres immigrés analphabètes ainsi que leur grand-mère kabyle n'ont jamais parvenu à apprendre le français, même après 50 ans de colonisation là-bas et 30 ans d'immigration en France. Dommage, ces pauvres blessés, dont les plaies n'ont pas été encore cicatrisées, sont confrontés au quotidien au regard méprisant des Français. L'enfer, c'est l'autre, mais grâce à l'amitié avec un breton, le narrateur s'ouvre à l'autre, franchit le pas et parvient à détruire sa misère. À l'aide de l'écriture, son planche du salut, Begay tente à travers son narrateur, déraciné, divorcé, isolé sur une île, de donner un sens à son existence, se reconstruire tout en forgeant une variété de la langue française.
Begag, tout en assumant son passé, a pris en charge de mettre en lumière ses pensées qui ont guidé ses pas vers l'entente avec soi et les autres. Avec la lucidité d'un exilé isolé, Begag a remis en question non seulement les différentes strates accumulées dans son moi, nourrissant la multiplicité de son moi tout en conservant son unicité, mais aussi l'identité française à travers Salam Ouassan. Et comme l'a déjà constaté Paulo Coelho, à la recherche du paradis perdu, la liberté si durement acquise n'est autre qu'un exil déguisé. Notre projet de candidate est Doha Hosni Abdelkhaled de l'Université d'Asyut. Le héros populaire entre mythe et réalité, étude sociocritique à partir de quelques exemples. Mesdames et messieurs, connaissez-vous la capacité de héros populaire à changer le monde autour de lui? Savez-vous qui peut mythifier notre réalité? Dans ma thèse, les frontières entre mythe et réalité disparaissent. Je vous explique. Si le héros mythique est doté de pouvoirs illimités extraordinaires, voyons par exemple le cas de Prométhée qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, ou Hercule qui a libéré le monde de tous ses criminels et ses monstres. Pareillement, et sous la plume de quelques auteurs de notre corpus, tels que Alphonse de Lamartine, Alexandre Dumas, Jean-Pierre Clarisse de Florian et d'autres auteurs, nous trouvons des archétypes de héros populaires qui semblent avoir quelque chose d'extraordinaire. Robin des Bois, par exemple, il a lutté contre l'exploitation de pauvres et l'oppression de faibles. Qu'est-ce qu'il faisait donc? Il voulait les riches pour donner le pauvre. C'est ainsi que l'État l'a considéré comme un criminel ou un hors-la-loi. Mais croyez-vous ici, mesdames et messieurs, que Robin des Bois est un véritable hors-la-loi? Aux yeux de l'État, certainement celui. Mais pour le peuple, il est son justicier, son redresseur de tort, son tuteur. Bref, il est son héros par excellence. Ce n'est pas le cas seulement de Robin des Bois, mais on a d'autres modèles mythiques qui ne savent jamais l'impossible. Antar ibn Shaddad, par exemple, qui appartient à la culture arabe pré-islamique. Au début de sa vie, il n'était qu'un esclave noir démuni qui était méprisé de toute la société. Mais ensuite, il a pu s'effrayer un chemin. C'est grâce à sa connaissance parfaite de la poésie, ses perfections guerrières et sa force physique, il a relancé un défi face à une société arbitraire qui juge le genre à partir de leur race et de leur couleur. Voilà donc dans son histoire extraordinaire que toutes les classes méprisées et marginalisées voient une vie meilleure et un lendemain heureux. Donc, l'idée de héros populaire est née du fait que l'injustice sociale, la tyrannie, la distinction avaient donné naissance à des phénomènes sociaux où esclaves, pauvres, misérables éprouvent le besoin de vivre en paix et en dignité avec la classe dominante. C'est surtout à travers une littérature populaire que ce genre de héros arrive à transmettre un bon message aux classes inférieures de la société. C'est ainsi qu'il a fait d'une réalité pitoyable et cruelle un beau mythe que toutes les générations racontent. Merci. Merci. Notre prochaine candidate est Rasha Mahmoud, Université d'Ain Shams, étude stylistique du recueil de nouvelles Un Simbad moderne de Hussein Fawzi et de sa traduction vers le français faite par Diane Boès. La Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est adoptée en 2003. Celle sur la diversité culturelle est adoptée en 2005. Les deux ont souligné l'importance du patrimoine culturel immatériel, garant du développement durable. Il est question là de tout ce que chaque nation possède de particulier dans sa culture. Chants, légendes, mythes, danse, expression, tradition gastronomique, expression et dialecte. La langue est porteuse de culture. La traduction
est un outil important pour rendre ce trésor accessible à tout le monde, pour trouver des équivalents, des ressemblances entre les cultures et pour faire que le monde soit de plus en plus petit que l'on croit. Ce n'est pas facile, mais possible. Traduire le patrimoine culturel immatériel d'une langue vers une autre exige un travail énorme de recherche, une maîtrise de deux langues, une bonne connaissance des coutumes, des traditions et des secrets des deux cultures, avec une bonne traduction fidèle et bien travaillée d'une langue vers une autre et qui prend en considération le contexte culturel, on arrive même à diminuer au maximum les intraduisibles, l'incompréhension, les malentendus et surtout les causes qui peuvent entraîner des tensions entre nations. C'est le défi relevé par notre thèse. Le corpus est intitulé Un Sindbad moderne du penseur égyptien Hussein Fawzi et sa traduction vers le français par Diane Boez. La question principale était: est-ce que la traduction a pu rendre le sens et l'effet du texte source? Le traducteur, pour accéder à l'expression de ce qu'il a saisi, après une recherche assidue dans les deux patrimoines des deux langues, patrimoine culturel bien sûr, il arrive à diminuer au maximum les malentendus entre moi et vous, entre vous et les autres, entre les autres et moi. Les autres ne sont pas l'enfer si et seulement si on arrive à avoir une version la plus fidèle, la plus proche de la culture d'autrui. Merci. Notre prochaine candidate est Enas Mohamed El Cherif de l'Université de Minier, défense et illustration de la patrie chez les écrivains post-coloniaux. Mesdames et messieurs, malgré que nous connaissons tous que ce monde commence par une seule terre et bien sûr avec une seule identité, mais à travers des meilleures années, plusieurs identités se sont formées. C'est comme forment les couches de sol à travers des siècles et des siècles. Alors, identité nationale et passé colonial, un sujet critique qui frappe l'humanité toute entière. Que ce soit le colonisateur ou le colonisé, personne ne peut nier les influences de cet événement historique catastrophique sur l'identité de l'individu. Dans ma thèse, j'analyse 4 ouvrages de 4 écrivains post-coloniaux. Chacun présente sa patrie et ses problèmes identitaires, alors que le point commun entre eux se représentait par un conflit intérieur. En fait, ces conflits intérieurs reflètent l'état psychologique des personnages et pas recocher l'état psychologique de chacun de ces auteurs. Entre identité perdue, identité troublée et identité acquise, il y a toujours d'autres identités, blessées, déchirées, trouées, qui révèlent des états psychologiques. En effet, le fait de former, déformer ou reformer une identité dépend des critères sociologiques et anthropologiques, où il y a une relation directe entre la force des racines culturelles d'un peuple précolonial et la puissance d'une colonisation. Alors, comment les écrivains réussissent à créer leurs œuvres à travers tous ces conflits? Comment ils dépassent ces conflits pour écrire un ouvrage en mettant en valeur leurs états psychologiques et leurs identités? Comment ils traitent cette question dans un contexte cohérent et compréhensible? Est-ce qu'ils arrivent à maintenir leur propre identité? S'adaptent-ils à d'autres identités? Ou alors, ils se mettent à une autre identité? En conclusion, nous devons connaître notre histoire et les crises par lesquelles elle passe
pour être capable d'analyser et de comprendre notre vraie identité. Merci. Notre prochaine candidate est Adir Mohamed Sati, de l'Université du Canal de Suez, présence et images dans le recueil de poèmes d'Yves Bonnefoy. Lorsqu'on parle de l'existence, ou bien parler de notre existence, alors on évoque la vie. Disons que la poésie est le genre littéraire qui nous semble plus proche, les poètes aussi l'ont choisi pour devenir un outil qui donne un sens à leur vie. Alors, à ce moment, on pense à la présence humaine. Prenons l'exemple de la poésie d'Yves Bonnefoy. On doit dire que c'est un poète bien connu par son attachement à la notion présence. Mais je me suis demandé de quelle présence s'agit-il. Après plusieurs lectures, et juste après que je me suis prolongée dans son univers poétique, j'ai appris que cette notion désigne la présence figurative. Presque tous les recueils de Bonnefoy reflètent sa vie personnelle. Sa poésie souligne sa présence au cœur de son œuvre. Exemple, sa robe a la couleur de la tente des morts, et c'est le bleu le plus éteint qui soit au monde. Ô tortueux, ta présence inapaisable brûle comme une âme. En ces mots que je t'apporte encore. Le premier souci de Bonnefoy était de jeter le lecteur au cœur de son œuvre. Il a créé son univers poétique personnel. Et c'est pourquoi on a fait recours à une approche analytique, pour souligner les procédés utilisés par le poète pour convaincre et persuader son auditoire. Une fois qu'on désigne les verbes persuader et convaincre, alors on parle d'une approche pragmatique, argumentative. Et commençons par la rhétorique qui est étroitement liée à la pratique des orateurs. Elle est d'abord une pratique discursive. Et en fait, on a remonté jusqu'à la théorie aristotélicienne. L'objet de notre étude était de mettre en évidence comment la rhétorique classique a cédé la place à une nouvelle rhétorique, celle de Berrelmont, appelée l'argumentation, et de souligner le fait que de nombreux domaines de la linguistique actuelle ont une source rhétorique. Enfin, et pour conclure, on doit dire qu'à travers l'analyse minutieuse du recueil Poèmes d'Yves Bonnefoy, qu'on peut assurer que c'est un poète omniprésent au cœur de son œuvre et il attache une valeur immense à la présence humaine qui est la source de notre existence et de notre vie. Merci. La dernière candidate du concours est Mariam Eyad Saad de l'université Ain Shams, avec pour sujet le présent et la clé du passé. Madame et Monsieur, le présent est la clé du passé. Savez-vous, Madame et Monsieur, que votre maison pouvait être humaine, que vous nagez? Votre maison est humaine. Comment vous pouvez savoir? Comment vous pourrez savoir le passé? Alors, c'est à travers les sédiments. C'est comme exemple le sable. Mais pas tous les sédiments sont de sable. Alors, vous pouvez gravier au-dessous de votre maison et savoir s'il y a des coquilles. Alors, c'est un indicateur de la présence de la mer, n'est-ce pas?
Alors, c'est presque la même chose que j'ai fait dans ma thèse. Ma thèse est sur un port ancien qui s'appelle Myos-Hormuz, qui se trouve à la mer Rouge à Kousser. Et je voudrais savoir le passé environnement ou le paléo-environnement de ce port à la période gréco-romaine et la période islamique. C'est pour cela que j'ai voyagé à la mer Rouge, à Kousser, pour obtenir des sédiments, avec une équipe franco-égyptienne d'un projet français-égyptien et contenant des chercheurs et des professeurs français et égyptiens pour obtenir les sédiments. Alors, on n'a pas gravé par nous-mêmes, bien sûr, mais on a utilisé cette machine qui s'appelle Auger. Cette Auger est attachée d'un tube. Cette tube sert à obtenir les sédiments, car cette machine, lorsqu'elle fonctionne, et puis elle trappe les sédiments et les stocke dedans. C'est voilà, j'ai obtenu mes sédiments, et puis je les ai analysés au laboratoire, et puis je peux faire mon colonne stratigraphique comme c'est montré sur l'écran, et puis je peux savoir mon passé du port Myos-Hormuz. Savez-vous, monsieur et madame, ce port était une lagune, c'est-à-dire un cours d'eau ouvert à la mer. Donc, mesdames et messieurs, du présent sédiment de ce port sèche maintenant, je peux savoir le passé que c'était une lagune. C'est une lagune. Alors, ça identifie et clarifie le principe géologique d'après James Hutton que le présent est la clé du passé. Merci, monsieur. Merci, mesdames. Merci. Merci à toutes et à tous. Le jury va maintenant délibérer. Et pendant ce temps, on va inviter le jury à voter pour le prix du public. Pour ça, je vous rappelle que vous avez le droit de voter pour une seule personne. On va passer avec un papier et des crayons afin que vous puissiez voter et ensuite vous pourrez les mettre dans l'urne qui est juste là. Merci. Mesdames et messieurs, donc le jury a délibéré. Donc, est en possession des lauréats de cette deuxième édition. Avant de procéder bien sûr à l'annonce des prix, je voudrais simplement une nouvelle fois vous dire que l'avis du jury par rapport à la qualité de vos prestations, on a trouvé une fois de plus que vos prestations étaient d'une qualité extraordinaire. Moi, je voudrais vous féliciter toutes et tous pour ce que vous avez produit. Vous l'avez fait avec beaucoup de passion, beaucoup de déterminisme et vraiment bravo aussi pour le niveau de maîtrise de la langue française. Ça fait tellement plaisir de vous écouter toutes et tous, de vous écouter manier cette langue qui est celle que nous avons en partage, n'est-ce pas? Et donc merci infiniment, ça n'a pas été facile, on a dû délibérer, échanger, etc. On est arrivé à un résultat, il en faut bien un, mais j'aimerais surtout que tous les candidats et toutes les candidates comprennent que même si vous n'avez pas été choisi, vous devez être félicités pour la qualité de votre production. Merci à tout le monde et je voudrais qu'on applaudisse toutes les candidats. Pour le prix du public, Dina El Khoury. Second prix du jury, Nouran. Pour le premier prix de l'édition 2019, Dina.
Je vais maintenant inviter tous les participants. Pardon, excusez-moi. J'allais simplement inviter tous les participants à venir récupérer leur diplôme. D'accord. Oui, juste pour, excusez-moi, un petit mot encore pour vous dire et pour annoncer que vous allez donc, vous êtes la représentante de l'Égypte pour la finale internationale. Donc vous allez participer. Vous allez participer à la finale qui aura lieu au mois d'octobre à Dakar et vous représenterez donc votre pays et je voudrais vous féliciter en plus de cette... Je vais appeler d'abord les participants un par un pour que vous puissiez faire une photo avec les membres du jury. Non, un par un, pardon. Je vais vous appeler par votre prénom et après, excusez-moi, c'était pas très clair de ma part. Et ensuite, on fera tous ensemble une photo de groupe. Anadi? Mohamed? Mohamed? Nihal? Doha? J'invite du coup maintenant tous les participants à faire la photo de groupe. Là,